La géosphère politique a été marquée hier, lundi 24 août 2026, par une visite spectaculaire, remarquable, remarquée, suivie et très regardée. Une visite du chef du gouvernement, Premier ministre du Mali, le docteur général de division Abdoulaye Maïga, missionné par son Excellence le président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, auprès de son homologue, le président de la République arabe d'Algérie, Abdelmajid Tebboune, et son Premier ministre Sifi Grieb. Le déplacement du docteur général de division, Premier ministre Abdoulaye Maïga, était suivi sur tous les tabloïds. Pas seulement ici au Mali, mais dans toute l'Afrique continentale et même dans les diasporas africaines, sans oublier sur les tabloïds de la géopolitique mondiale, car cette visite consacre le renouveau de la relation algéro-malienne. Cette visite aussi attirait immédiatement l'attention quand on sait que lorsqu'il a fallu répondre sèchement et fermement au Mali, n'a pas manqué à l'appel sous les ordres du président Assimi Goïta, son intrépide et intraitable Premier ministre Abdoulaye Maïga, que nous n'avons pas surnommé par hasard l'homme à la parole orthogonale. Excellent connaisseur de l'Algérie, où il a fait une bonne partie de ses études supérieures, lui qui est un pur produit de l'école normale, l'école nationale d'administration d'Algérie, comme d'ailleurs son collègue, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, eh bien, le Premier ministre Abdoulaye Maïga était dans son élément à Alger. Alger, la ville de ses études supérieures, une ville dans laquelle il a tissé des relations humaines qui ont demeuré. Il était de retour en immersion dans la civilisation algérienne dont il maîtrise les arcanes, depuis la douceur de la chorba jusqu'aux richesses de l'arabe algérien, dont le Premier ministre Abdoulaye Maïga maîtrise les subtilités. Cette visite était d'autant plus importante que le président Assimi Goïta aura marqué l'histoire des relations diplomatiques algéro-maliennes par la volonté de restauration du niveau de respect, du niveau d'estime, du niveau de considération réciproque qui existait dans les relations entre l'Algérie et le Mali à l'époque des présidents Modibo Keïta et Moussa Traoré. Oui, le président Assimi Goïta est le président du retour du respect de l'Algérie envers le Mali. Depuis la chute du président général Moussa Traoré, tous les dirigeants maliens ont été méprisés par le pouvoir algérien. La période qui mène du début des années 90 jusqu'en cette année 2026 aura été terrible pour les présidents successifs de la République du Mali. Le président Amadou Toumani Touré a connu le mépris algérien. Le président Alpha Oumar Konaré a connu le mépris algérien. Le président, Dionkunda Traoré a connu le mépris algérien. Le président, Amadou Haya Sanogo a connu le mépris algérien. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a connu le mépris algérien. Le président colonel Bandao a connu le mépris algérien. C'est le président Assimi Goïta qui a restauré le respect du Mali en Algérie. Et il a restauré le respect du Mali en Algérie par 3 opérations chirurgicales de grande portée politique. Première opération, l'opération militaire. Il a engagé le combat contre les terroristes sur le terrain de la terreur des terroristes. Il a retourné la violence d'État légitime du Mali contre la violence arbitraire illégitime des groupes terroristes comme aucun président avant lui, après le président Moussa Traoré.
Deuxième terrain dans lequel le président Assimi Goïta a opéré une révolution chirurgicale. Le domaine diplomatique. Sous le leader Assimi Goïta, le Mali parle à l'Algérie face à face, d'égal à égal, sans baisser les yeux. Cela depuis l'Assemblée générale des Nations unies jusqu'à l'Union africaine, à l'ancienne CEDEAO et maintenant l'Alliance des États du Sahel. La diplomatie malienne est de retour face à l'Algérie. Enfin, il y a un troisième terrain sur lequel le président Assimi Goïta a repositionné le Mali. Face à l'Algérie, c'est le terrain de la tactique et de la stratégie. La géotactique et la géostratégie. Le président Assimi Goïta a su construire les alliances subsahariennes et les alliances internationales qui ont très clairement permis au Mali de faire reculer les plans algériens. Quels étaient les plans algériens avant le président Assimi Goïta? Les plans algériens étaient, sous couvert de soutenir l'accord d'Alger de 2015, les plans algériens étaient de faciliter une division du Mali, ou du moins une décentralisation ou une fédéralisation poussée du Mali, de telle façon que les terroristes mercenaires du NIM-FLA soient supposés être les véritables négociateurs des richesses inouïes du bassin du Taodéni. Ce qui permettrait alors à l'Algérie et à d'autres prédateurs opportunistes de se servir abondamment des richesses faramineuses du nord du Mali. Le plan algérien était la fragilisation de l'État central malien, le renforcement des séparatistes, des terroristes au nord du Mali, afin, à travers eux, de mettre la main sur le pétrole, sur l'or, sur le gaz, sur l'uranium, sur le coltan, sur le manganèse, sur le lithium, sur les richesses faramineuses du grand bassin malien du Taodéni, qui est l'un des bassins les plus riches que la planète Terre ait jamais porté. Tel était le plan. Le président Assimi Goïta est celui qui amène tout naturellement les Algériens à revoir leur plan, à renoncer à leur plan, à comprendre que leur plan ne marchera pas, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas réaliser la partition du Mali et qu'ils ne pourront pas exploiter unilatéralement les richesses du nord du Mali en utilisant des renégats maliens comme étant des soi-disant représentants d'un État tout aussi imaginaire, qui serait aussi imaginaire d'ailleurs que l'État de Kabylie, appelé Azawad. Voilà les trois niveaux où le président Assimi Goïta a coincé efficacement Abdelmajid Tebboune, président d'Algérie, et ses collaborateurs. Qui plus est, il a complété tout ceci par la création avec ses collègues du Burkina Faso et du Mali, les présidents Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, de l'Alliance des États du Sahel et la construction d'une monumentale alliance internationale géostratégique, notamment avec la Fédération de Russie, qui désormais combat avec les soldats des forces armées de Russie, aux côtés de l'armée malienne, de l'armée burkinabé, de l'armée nigérienne, contre les forces de l'impérial terrorisme de l'OTAN, de la France, de l'Ukraine et de leurs supplétifs sous-régionaux planqués en Afrique du Nord, notamment en Algérie et en Mauritanie, et planqués en Afrique de l'Ouest, dans les pays de la CEDEAO soumis aux caprices du chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Je cite tout naturellement, parmi ces pays notablement soumis aux 4 volontés du chef terroriste et néocolonialiste français, le Nigeria de Adebola Tinubu, grand commerçant de drogue, d'ailleurs, qui est pour cela l'otage des États-Unis d'Amérique, le Bénin, notamment sous Talon Patrice, l'exécutant des 4 volontés de Macron, le Sénégal aujourd'hui de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'est mis à la remorque de la Macronie et du néocolonialisme français, et tout naturellement, la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens, et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé.
on n'oubliera pas tout naturellement ce repère naturel des terroristes qu'est la Mauritanie de Mohamed El Ghazouani. Le président Assimi Goïta a apporté une triple réponse qui a déconcerté cette offensive qui visait à la partition, à la division, à la recolonisation, ni plus ni moins, du Mali et de l'ensemble du Sahel pour les intérêts de l'impérial terrorisme. C'est après avoir mené victorieusement ces batailles, dont les moindres n'auront pas été celles du 25 avril 2026 et des 4-9 juillet 2026, que le chef suprême des forces armées maliennes a délégué son premier ministre à Alger pour parler d'homme à homme avec les dirigeants algériens à la tête desquels le président de la République arabe d'Algérie, son Excellence Abdelmajid Tebboune. À l'issue de son audience auprès des autorités algériennes et notamment du chef de l'État, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, l'homme à la parole orthogonale, a délivré une déclaration urbi et orbi, une déclaration solennelle sur le perron du palais présidentiel d'Alger. C'est une déclaration qui mérite d'être écoutée. C'est une déclaration qui mérite d'être écoutée car elle est pleine de sens. Et je vous invite à l'écouter parce que je crains que certains d'entre vous aient manqué ce morceau d'architecture de l'homme à la parole orthogonale, le docteur d'université, général de division, Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, chef du gouvernement, homme pétri de culture, homme de courage et fidèle, lieutenant de son patron, le président Assimi Goïta. Son Excellence Abdelmajid. Voici comment le Premier ministre Abdoulaye Maïga c'est désormais le gouvernement français. Je vous cherche. Je vous fais qui sortent des réseaux de prostitution. Je vous cherche son intervention. Jacob, oui. Sa remarquable intervention que On distribue certains à tous d'entre les vous électeurs. pourraient avoir raté. Nous avons été reçus en audience aujourd'hui par son Excellence le président de la République, le président Abdelmajid Tebboune. Nous voudrons vraiment le remercier pour ce honneur qu'il nous a accordé. Nous étions porteurs d'un message de la part de son frère et homologue, le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. À travers ce message, son Excellence le général Goïta a remercié son homologue, le président Abdelmajid Tebboune, pour l'invitation qu'il lui a adressée d'effectuer une visite officielle à Alger. À travers cette invitation, le président Goïta considère cela comme étant une marque d'affection, une marque de considération à son endroit et à l'endroit du peuple malien frère. Il a évidemment marqué son accord à effectuer cette visite officielle à Alger. Et s'il plaît à Dieu, les dates seront convenues par les canaux diplomatiques habituels. Au cours de cette audience, son Excellence le président Abdelmajid Tebboune nous a prodigué de sages conseils. Et également de la part de son frère, je pense que le constat a été fait clairement que le Mali et l'Algérie partagent à la fois la géographie. Je voudrais ici faire le mien d'une affirmation de son Excellence le président Abdelmajid Tebboune, affirmation selon laquelle nous ne pouvons pas déménager. Je pense qu'à travers cette affirmation, quelque part nous sommes condamnés à cheminer ensemble, condamnés à œuvrer dans le sens de la prospérité pour nos deux peuples. Également, à travers ces liens, il est important d'évoquer l'histoire proche. Je pense que les pères fondateurs de nos deux pays se sont engagés de manière obstinée à lutter contre le néocolonialisme et à se battre pour la dignité
de l'homme et de l'homme africain de manière générale. Également, il y a une histoire lointaine que partagent nos deux pays. Je voudrais ici, je pense en particulier à l'université de Madrouche, également Tombouctou, qui ont été de grands carrefours de diffusion de savoir dans le monde. Je pense que cette histoire à la fois proche et l'histoire lointaine peuvent servir de substrat afin que nos pays s'inscrivent dans la marche de la modernité et du progrès. Toujours considérant ces liens, il est également important d'évoquer les défis auxquels nos pays sont confrontés, défis multiformes. Je pense que suivant ce constat fait de manière très claire par nos deux chefs d'État, ils ont estimé qu'il fallait faire de notre région un havre de paix, une région débarrassée de toute forme de néocolonialisme, de toute forme d'hégémonie, une région prospère et une région débarrassée de toute forme également de terrorisme. Je pense que c'est à ce prix que le développement sera un développement bien ancré, un développement au profit de nos braves populations. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier encore chaleureusement son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune pour l'hospitalité qui nous a été accordée, à moi-même et à la délégation que j'ai l'honneur de conduire aujourd'hui à Alger. Je voudrais souligner que le 9 août 2026, sur ces instructions, j'ai eu un échange téléphonique très fructueux avec mon frère, le Premier ministre Grey, Safi Grey, et suivant les instructions de nos deux chefs d'État, nous avons tenu à rassurer son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune que le Mali, sous le leadership de son Excellence le Général d'armée Assimi Goïta, ne ménagera aucun effort afin que la vision partagée de nos deux leaders se matérialise pour l'intérêt de nos peuples. Je voudrais également rappeler le point de vue de son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune. Je pense qu'il a réitéré que l'Algérie ne s'ingérera jamais dans les affaires intérieures de nos pays et fera en sorte que le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures soient des conditions prérequises, fondement de cette vision partagée consistant à faire de notre région un havre de paix. Il est également important de rappeler que cette vision n'est pas une vision uniquement malienne, c'est une vision également partagée par leurs excellences, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, et son Excellence le président capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Vous avez entendu la déclaration pointue et précise du docteur général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement, Premier ministre du Mali. Tout est condensé dans cette déclaration de sortie d'audience. Il y a 3 points essentiels à retenir, de mon point de vue, dans ce qu'on a entendu. D'abord, pourquoi cette visite? Ensuite, quel est le contenu de l'échange entre les deux États? Et enfin, quelles sont les perspectives qui se dessinent à l'horizon de ce renouveau des relations diplomatiques algéro-maliennes? D'abord, pourquoi cette visite? Le Premier ministre nous fait comprendre que cette visite est nécessaire parce que au Mali comme en Algérie, on reconnaît une évidence de la géographie et de l'histoire. Le Mali ne peut pas déménager de sa place sur la carte de l'Afrique. L'Algérie ne peut pas non plus déménager de sa place sur la carte de l'Afrique. Il s'ensuit que les Maliens et les Algériens sont condamnés à vivre ensemble. Et ils sont condamnés à choisir entre 2 modèles de développement possibles.
Premier modèle de développement possible, être en jalousie, en guerre, en méfiance et en nuisance mutuelle. Se pourrir la vie comme des mauvais voisins. Ça, c'est le modèle qui a été dicté par la traite négrière, arabo-musulmane d'une part, et par la suite occidentale. C'est le modèle qui a été dicté par le colonialisme occidental dans la région. C'est le modèle qui a été dicté par le néocolonialisme occidental dans la région. Et c'est ce modèle qu'on retrouve dans l'impérial terrorisme soutenu par les puissances occidentales, moyen-orientales, et qui a bénéficié de complicité de nombreux pays en Afrique du Nord, dont l'Algérie elle-même. Ça, c'est le premier modèle. Le modèle du voisin nuisible, le voisin déstabilisateur, le voisin perturbateur, le voisin négatif, le voisin jaloux. Mais il y a un deuxième modèle. Et les deux pays sont obligés de choisir. Pour leur bien réciproque, le deuxième modèle, c'est le modèle panafricaniste. Celui de la vie dans l'égalité des peuples du même continent africain, la vie dans le respect mutuel, des souverainetés, la vie dans le co-développement, la vie dans la paix et la sécurité partagée, dans la décision de ne pas se nuire mutuellement, mais au contraire de s'entraider dans la dureté du monde. C'est le deuxième modèle. Pourquoi le chef du gouvernement malien a-t-il été envoyé en Algérie? C'est parce que l'Algérie semble enfin avoir compris que le premier modèle, celui du voisin perturbateur, le voisin duplicitaire, le voisin roublard, le voisin diviseur, le voisin cupide, le voisin jaloux, ce modèle ne marche pas. Il ne marche pas parce qu'il connaît les plus grandes défaites militaires actuellement, eh bien face à l'alliance des États du Sahel. Il ne marche pas parce qu'il ne rapproche pas les peuples algériens et sahéliens. Au contraire, il les éloigne. Il ne marche pas parce qu'il livre ces peuples à l'instrumentalisation eh bien, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental contre leurs propres intérêts. Voilà pour le pourquoi de la visite. Maintenant, deuxième question, mais de quoi a-t-on parlé? Le Premier ministre Abdoulaye Maïga nous ouvre une lucarne sur ce dont on a parlé, à savoir le fait qu'on a tellement de choses positives en commun que ce serait bête de continuer à être tenté par le modèle négatif de coopération, le modèle négrier, colonialiste, néocolonialiste et impérial terroriste. Qu'est-ce qu'il y a à partager entre le Mali et l'Algérie? Le Premier ministre nous dit qu'il y a des nourritures célestes et des nourritures terrestres. Au plan des nourritures célestes, le Mali et l'Algérie ont en commun la mémoire de l'amour, de la connaissance et de la profondeur de la foi. Les universités de Medrouche, en Algérie et de Tombouctou au Mali, ont été des hauts centres de conscience africaine et mondiale. Il serait temps que les Algériens et les Maliens se souviennent que cette partie du monde fut pendant longtemps la lanterne de la planète Terre tout entière. Qu'ils aient confiance en leur propre civilisation, en leur propre métissage sous-régional et qu'ensemble, ils apprennent à se mettre en valeur au lieu de se détruire réciproquement. Le Premier ministre a donc invoqué l'union sur le plan de l'esprit, sur le plan de la culture, sur le plan de la connaissance. C'est ce que j'appelle le partage des nourritures célestes. Mais le Premier ministre a également évoqué le partage des nourritures de la terre. Le Mali et l'Algérie ont en commun d'avoir une frontière de plus de 1300 km. Et sous cette frontière se trouve l'immense bassin du Taoudéni, qui est l'une des zones les plus riches que la planète Terre ait jamais connues. Rempli d'eau potable de haute qualité, rempli d'or, rempli de pétrole, rempli de gaz, rempli de manganèse, rempli d'uranium, rempli de coltan, rempli de lithium, rempli de diamants. Le bassin malien du Taoudéni, qui se prolonge du côté de la Mauritanie et qui se prolonge du côté de l'Algérie, est la région la plus riche de la bande sahélo-saharienne. L'Algérie, depuis les années 90 notamment, a été tentée de favoriser la partition du Mali pour pouvoir mettre la main sur les formidables richesses du Nord Mali à travers des hommes de paille. Les hommes de paille du soi-disant mouvement national de libération de l'Azawad, qu'on appelle maintenant Front de libération de l'Azawad,
qui ne sont rien d'autre que des mercenaires terroristes à la solde des intérêts étrangers au Mali, des intérêts anti-maliens, anti-africains. L'Algérie a été tentée d'utiliser cette bande de criminels, de terroristes, pour faire un hold-up, une main basse sur les richesses du bassin de Taoudéni. Le Premier ministre du Mali, de retour à Alger, eh bien, s'explique avec le président algérien. La solution intelligente, c'est au contraire de respecter la souveraineté du Mali sur ses ressources naturelles et de l'accompagner dans une exploitation consensuelle, dans une exploitation négociée du formidable potentiel de la région commune. En effet, si le Mali, l'Algérie et la Mauritanie, si le Mali, l'Algérie, la Mauritanie, le Niger s'entendaient sur une exploitation coordonnée de toute cette bande sahélo-saharienne, elle serait l'un des plus grands poumons de l'industrialisation du continent africain, que ce soit subsaharien ou nord-saharien. Donc le Premier ministre Abdoulaye Maïga est porteur de cette solution intelligente, de cette solution raisonnable, de cette solution qui devrait s'imposer à ceux qui renoncent à la cupidité, à la jalousie, à la félonie, au double jeu, à la duplicité. Le co-développement. Le co-développement dans le respect mutuel des souverainetés. Le co-développement dans le partage des expériences, dans le partage des acquis technologiques et dans le partage des fruits de la richesse et de la prospérité générée en commun. Voilà le modèle positif, inspiré de l'idéologie panafricaine qui a été au cœur de l'échange entre le chef du gouvernement malien et ses autres Algériens. Je voudrais conclure maintenant ce point en répondant à une question qui pour moi est très importante. Qui sont les grands perdants de l'opération qui vient d'avoir lieu et qui en sont ou en seront probablement les grands gagnants? Les grands perdants de cette opération, c'est d'abord les petits mercenaires, les pieds nickelés de la coalition terroriste FLA Azawad, FLA Jnim. C'est Iyad Agali, c'est Ag Intala, c'est Bilal Ag Sherif, c'est Oumar Mariko, c'est Etienne Fakaba Sissoko, c'est Mahmoud Diko, les grands perdants de cette opération. Ces sous-fifres du terrorisme sont en processus de lâchage par leurs parrains algériens et marocains au nom de la réelle politique et de la pragmatique du co-développement qui a été au cœur de l'entretien entre le Premier ministre et les autorités algériennes, dont notamment le président Abdelmajid Tebboune. Deuxième perdant dans cette opération, le néocolonialisme français, qui a misé pendant longtemps sur son projet de partition du Mali à travers les terroristes du JNIM FLA et qui comptait sur la contribution passive de l'Algérie et même active de l'Algérie et de la Mauritanie pour soutenir les terroristes du JNIM FLA qui sont des mercenaires de la DGSE française afin que ceux-ci créent sur le modèle de la partition du Soudan ou même de la partition de l'Éthiopie un pseudo-État du soi-disant Nord Mali ou de l'Azawad avec lequel Paris aurait tout loisir de piller le sous-sol faramineux du bassin de Taoudéni. Les grands perdants de cette affaire, c'est la France néocolonialiste et terroriste de Macron. Les grands perdants de cette affaire, c'est aussi l'Ukraine nazie et terroriste, de Volodymyr Zelensky, qui, aux côtés de Macron, s'est investi dans l'encadrement, le financement, l'armement, l'entraînement des troupes terroristes dans l'espoir de pulvériser le Sahel et par la suite de compenser ses pertes de guerre face à la Russie par le pillage en bande organisée avec les hommes de Macron des richesses de l'Alliance des États du Sahel. L'Ukraine perdante. Sont perdants également les pays de la CEDEAO qui ont joué le sale jeu du néocolonialisme français, de l'impérial terrorisme occidental et moyen-oriental contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans l'ordre, c'est le Nigeria de Tinubu qui se prend une claque avec le rapprochement algéro-malien. C'est le Bénin de Talon, désormais planqué au Sénat, d'où il continue à tirer les marionnettes, à tirer les ficelles
du jeu politique béninois, c'est tout naturellement la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape répulien venu de Saint-Loup pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre, Burkinabé de Saint-Loup dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Voilà une short list de ceux qui sont les grands perdants dans cette affaire. Qui va être le grand gagnant? Quels sont les grands gagnants de l'opération qui a commencé? Tout naturellement, les peuples maliens et algériens qui vont pouvoir tailler le croupion au dernier groupe terroriste, obtenir une pacification complète de la frontière algéro-malienne et ainsi préparer le terrain pour le lancement des grands projets de co-développement du bassin du Taoudéni. Grand gagnant, si cette opération allait jusqu'au bout, le peuple malien, le peuple algérien. Grand gagnante, l'Alliance des États du Sahel, qui, dans cet épisode de renouveau diplomatique algéro-malien, sort renforcé. Il n'a échappé à personne que l'amitié renouvelée entre l'Algérie et le Mali a bénéficié du renouvellement et du réchauffement des liens entre l'Algérie et le Niger. Incontestablement, le président Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, dans son rapprochement avec Alger, a été une force de facilitation. Qui sort gagnant de cette histoire? Eh bien, la République togolaise, du président du Conseil Faure Gnassingbé, qui, inévitablement, a apporté sa contribution à cette facilitation. Voilà, de manière incontestable, les véritables gagnants de ce nouveau rapprochement algéro-malien. Maintenant, pour conclure sur ce point, faut-il considérer ces pas de géant qui ont été accomplis, la future visite officielle du chef de l'État malien à Alger, comme étant la garantie que tout va bien se passer? En politique, il est interdit d'être naïf. En politique, il est interdit de faire confiance sans contrôle. Les bons comptes font les bons amis. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il est de l'intérêt de l'Algérie et du Mali que ce processus se déroule dans une sincérité, une transparence, une clarté qui vont permettre le retour en confiance. Ce sont les actes des partis engagés dans ce processus qui vont compter. J'ai oublié de citer un autre grand gagnant de cette opération, c'est la Fédération de Russie. La Fédération de Russie qui est à la fois un partenaire privilégié de la République algérienne et partenaire privilégié de l'Alliance des États du Sahel, sort renforcé dans cette affaire, puisque ses alliés de l'AES et son allié l'Algérie recommencent à s'entendre. C'est la Russie qui voit sa position renforcée sur le continent africain pendant que Emmanuel Macron consacre l'effondrement de la France, que l'Union européenne est complètement à côté de la plaque et que l'OTAN n'aura bientôt, partout sur le continent africain, que ses yeux pour pleurer. Mes chers amis, voilà l'analyse que je voulais vous proposer. Je voudrais saluer les autorités maliennes à la tête desquelles le président Assimi Goïta pour cette opération formidable. Il ne m'a pas échappé la composition remarquable de la délégation. La délégation conduite par le Premier ministre Abdoulaye Maïga comportait le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, notre frère bien-aimé, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Elle comportait le ministre directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali. Le général de corps d'armée, Modibo Koné, un homme qui ne sort pas souvent, un homme qu'on ne voit pas souvent. Sa présence à Alger, aux côtés du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre, est le signe du degré de profondeur où les discussions sont allées. Si le principal responsable de la sécurité d'État du Mali s'est déplacé, c'est qu'il s'agissait de parler vraiment de questions périlleuses, de questions sensibles, de questions profondes, et d'en parler en connaisseur, non pas dans l'à peu près. Et le fait que le directeur général de l'Agence nationale de sécurité d'État ait été missionné aux côtés du Premier ministre dans cette affaire indique la volonté des deux parties, maliennes et algériennes, d'aller au fond des choses, de purger les abcès, de crever tous les abcès et de mettre fin aux aventures qui font inutilement souffrir la sous-région sahélo-saharienne. Que Dieu bénisse
les autorités maliennes et les autorités algériennes dans cette nouvelle dynamique, que cette dynamique se maintienne en sincérité et en vérité, car de toutes les façons, eh bien, c'est dans l'intérêt des peuples algériens et maliens que la paix, la sécurité et la prospérité partagée règnent. Je voudrais vous entretenir de la réponse que l'Afrique des libertés peut donner à quelqu'un qui s'est affiché très clairement comme étant le député des groupes terroristes au Parlement français, un certain monsieur Bruno Fuchs, par ailleurs président de la Commission des Affaires étrangères dans ce Parlement de la République française. Au temps des colonies, les premiers députés africains reconnus dans le monde étaient des députés qui étaient des colons français, des territoires soumis par le crime de guerre, le crime économique et le crime culturel soumis par la France en Afrique. Les colons français ont pris l'habitude depuis plusieurs décennies, voire même depuis plus d'un siècle, l'habitude de parler au nom de l'Afrique, alors que personne ne leur en a donné réellement le pouvoir. Notamment du 19e siècle, où ils se sont permis de se partager l'Afrique sans les Africains, avec les autres voyous colonialistes occidentaux à Berlin, en passant par le 20e siècle, où ils se sont permis, dans le cadre de la Société des Nations, et même après avoir créé l'Organisation des Nations Unies, de se partager le monde et de se partager l'Afrique sans les Africains, y compris d'organiser une pseudo-décolonisation des territoires qu'ils avaient pourtant ensanglantés et pillés depuis la traite négrière au 15e, 16e siècle. Ces gens ont pris la mauvaise habitude de s'arroger le droit de parler au nom des Africains, au point qu'à l'instant même où je vous parle, la France continue de prétendre tenir la plume quand il faut écrire des résolutions aux Nations Unies concernant les problèmes de l'Afrique dite francophone. On parle du statut de penholder, cette expression anglaise qui est composée de deux mots, pen qui veut dire le stylo, la plume, et puis holder qui veut dire celui qui tient, du verbe to hold. Ce statut que la France continue à revendiquer à l'ONU est un statut qu'elle a obtenu par les crimes négriers, les crimes coloniaux, les crimes néocoloniaux, et qu'elle essaye de sauver par des crimes impériaux terroristes qu'elle est en train de perpétrer actuellement même en Afrique. Ce statut ne lui a jamais été dû, il ne lui a jamais été légitime, il ne lui sera jamais reconnu par les Africaines et les Africains, par les Françaises et les Français, par les êtres humains normalement constitués sur cette planète Terre, tant qu'il y aura des hommes. Ils ont tellement pris cette mauvaise habitude de parler au nom des Africains qu'un député, tout un député français, venu de la région de l'Alsace-Lorraine, un certain monsieur Bruno Fuchs, a cru bon de se dresser sur ses modestes jarrets et d'aller dans les médias d'État français défendre la cause des groupes terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, les groupes terroristes qui ensanglantent la République démocratique du Congo, qui ensanglantent actuellement le Mozambique, qui ensanglantent le Kenya, le Soudan, qui ensanglantent la Somalie, Djibouti, les groupes terroristes qui ensanglantent la Libye. Au nom de ces groupes terroristes, tout un député français est monté sur les médias d'État français et a délivré l'une des interviews les plus abominables, l'une des interviews les plus honteuses, les plus diaboliques qui ait jamais été publiée dans les médias d'État français depuis que ceci existe. Dans cette interview, Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement français, par ailleurs proche collaborateur d'Emmanuel Macron, qu'il a accompagné dans son dernier safari, abusivement appelé Africa Forward au Kenya, Bruno Fuchs s'assume comme le député du FLA. Il s'assume comme le député du JNIM.
Il s'assume comme le député des groupes terroristes qui ensanglantent actuellement le continent africain. Député d'Al-Qaïda, député de l'État islamique. Oui, nous connaissions jusqu'ici le terror-journalisme que j'ai analysé dans ma conférence magistrale délivrée aux universités africaines de la communication en octobre 2025 à Ouagadougou à l'invitation des nobles et hautes autorités du Burkina Faso. J'avais étudié le terror-journalisme. Eh bien, maintenant, j'introduis un nouveau concept pour capter, pour camper le comportement de Bruno Fuchs, qui nous rappelle d'ailleurs un autre président d'une commission de la défense du Parlement français, du Sénat français, un certain M. Christian Cambon, qui avait promis au Mali tous les malheurs, parce que le Mali s'était souverainement séparé des troupes néocolonialistes françaises. Nous devons introduire dans les sciences politiques africaines et internationales le concept du terreau-parlementarisme, c'est-à-dire le terrorisme parlementaire. Le terreau-parlementarisme. Nous avons déjà introduit le concept du terreau-journalisme. Nous avons introduit le concept de l'impérial terrorisme pour clarifier beaucoup de choses. Dans le terreau-journalisme, nous avons bien nommé, vous vous en souvenez, l'activité de Wassim Nasr, l'activité du fameux et triste hibou de Dakar, Serge Daniel Gbagbo Hundada, l'homme qui a honte de son nom africain béninois. Le terreau-journalisme. Là maintenant, nous allons parler du terreau-parlementarisme, c'est-à-dire du terrorisme parlementaire. Et la figure de proue du terrorisme parlementaire aujourd'hui, eh bien en France, s'appelle Bruno Fuchs, l'homme qui est fou et qui s'en fout. En quoi consiste le terreau-parlementarisme? Notez la définition. Il s'agit de la promotion de la cause du terrorisme à l'intérieur des parlements. Dans le cas d'espèce, Bruno Fuchs est le promoteur du terrorisme d'Al-Qaïda et de l'État islamique au Parlement français. Notez la définition. Qu'est-ce que c'est que le terreau-parlementarisme? C'est le fait que des députés, prétendument élus démocratiquement par des peuples, se consacrent plutôt, au lieu de représenter les intérêts légitimes de leur peuple, se consacrent plutôt à utiliser leur mandat pour défendre les intérêts de l'impérial terrorisme. Bruno Fuchs est un terreau-parlementaire. C'est un parlementaire terroriste. Il pratique le terreau-parlementarisme. Écrivez-moi ce concept. Tilana Yomi, écrivez. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour travailler sur ce qu'ils font, de telle façon qu'ils ne sont même pas capables de rêver qu'ils peuvent emporter une bataille intellectuelle face à nous. Ce sont des enfants. Depuis leur patron, le chef de la junte néocolonialiste et impérialiste, Emmanuel Macron, jusqu'à lui et à tous les sous-fifres. Nous appelons ce que fait Bruno Fuchs, l'interview qu'il a délivrée dans les médias français, tel par exemple RFI. Cette interview est un monument du terreau-parlementarisme, le terrorisme parlementaire. Un député qui se dévoue à défendre la cause terroriste cesse d'être un député démocratique, républicain, pour devenir un terreau-député, terreau-parlementaire, terreau-député. C'est un terreau-député. Il pratique le terreau-parlementarisme, c'est-à-dire le terrorisme parlementaire. C'est exactement ce comportement que nous avons observé lorsque l'Union européenne a osé prendre une résolution sur la vie politique intérieure de la République du Niger. Vous vous en souvenez, l'Union européenne a réuni ses parlementaires à la demande d'un autre terreau parlementaire, un autre terreau parlementariste, un autre terreau député, un certain général. Ils ont osé prendre une résolution, soi-disant pour ordonner au Niger de libérer avant le 2 avril 2026 Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui avait fait boum. Je cherchais déjà à trouver un concept pour héberger cette pratique.
et j'ai fini par trouver le concept, c'est du terreau-parlementarisme. C'est-à-dire, c'est le fait que des députés, des parlementaires se consacrent à la promotion du terrorisme. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que le fameux général qui a introduit la résolution, eh bien, contre le Niger à l'Union européenne a fait. Et c'est ce que vient de faire précisément le député français Bruno Fuchs, l'homme qui est fou et qui s'en fout. Cela étant dit, maintenant que nous avons habillé la pratique de cet homme d'un concept qui sera aisé, nous allons maintenant nous intéresser aux arguments que ce monsieur a cru produire pour légitimer son entreprise criminelle, son apologie du terrorisme, pour légitimer son soutien à l'oligarchie criminelle occidentale qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique pour déstabiliser le Moyen-Orient, déstabiliser l'Afrique, afin de continuer à voler l'or, le pétrole, l'uranium, le manganèse, le coltan, le lithium, etc. Il faut que ce soit clair. D'abord, la définition. J'ai écouté et lu patiemment, j'ai surtout lu patiemment l'interview criminelle que cet homme a délivrée dans les médias français. Et cette interview, je l'ai recoupée en 7 questions, 7 grandes questions qui lui ont été posées, avec 7 réponses. Globalement, il lui a été posé 7 questions, on peut les recouper en 7 questions, et il a essayé de donner 7 réponses. Je vais rappeler les questions, rappeler les réponses et prouver que, à chacune des questions qu'on lui a posées, ce terreau député, ce terreau parlementaire a menti. Et il a confirmé l'abomination du terreau-journalisme, du terreau-parlementarisme. Hein? Il s'est confirmé vraiment comme le porte-parole des criminels qui ensanglantent le continent africain, comme leur associé, comme leur représentant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient vraiment s'installer dans le rôle des anciens colons qui osaient être les députés de l'Afrique au Parlement français à la place des Africains. Lui, il est le député des terroristes au Parlement français. Les terroristes du JNIM et du FLA sont bien représentés au Parlement français, puisqu'ils ont un terreau-député qui porte leur parole au Parlement français. Il s'appelle Bruno Fuchs. Et il se trouve être un proche collaborateur d'Emmanuel Macron, qui lui-même n'est ni plus ni moins reconnu aujourd'hui que comme le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Emmanuel Macron, qui désormais est reconnu comme tel par la presse officielle française. Je tiens à vous rappeler que des journalistes de la presse officielle française comme Robert Navarro ou comme Georges Malbruno ont enfin rejoint le cortège de ceux qui disent la vérité en reconnaissant que le terrorisme qui ensanglante l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et même l'Afrique australe, ce terrorisme a pour parrain l'OTAN et notamment la France. Aujourd'hui, dans les médias français, cela a pu être dit. Après que tous ceux qui le disaient avec preuve, comme moi, aient été présentés comme des ennemis de la France, j'attends la déchéance de nationalité de Georges Malbruno, la déchéance de nationalité de Robert Navarro. J'attends que les biens et les avoirs économiques de Robert Navarro et de Georges Malbruno soient gelés comme les miens. J'attends de voir Macron chasser les Français, tous les Français de France, parce qu'ils répètent l'évidence, parce qu'ils disent la vérité, à savoir que les régimes français, notamment à partir de Nicolas Sarkozy, de Nagui Boksa, de François Hollande jusqu'à Macron, ont activement collaboré avec les groupes terroristes qui opèrent en Afrique du Nord, au Sahel, dans le golfe de Guinée, en Afrique centrale et en Afrique australe. J'attends le décret du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'Intérieur qui vont geler les comptes de Georges Malbruno, journaliste français, et de Robert Navarro, journaliste français, qui ont dit enfin ce que moi j'avais déjà prouvé. Moi, on m'a présenté dans le décret ordonné par Macron comme étant coupable d'atteinte à la nation française,
atteinte à la défense de la France, atteinte à la diplomatie de la France, atteinte à la sauvegarde de la population française. Voilà comment Macron m'a présenté, sans même passer par un juge. J'attends qu'il applique le même traitement à ces journalistes qui maintenant, enfin, assument la vérité et savent que le terrorisme en Afrique a pour parrain, d'abord globalement, l'OTAN, et pour parrain particulièrement engagé ces derniers temps, parce que c'est apparemment la condition pour sauver son statut de prétendue grande puissance, la France. J'attends, on attend les décrets qui vont frapper ces gens, pour que l'on comprenne qu'en fait, la France est devenue entre-temps la monarchie du petit monsieur Macron. Un immature qui croit pouvoir encore intimider qui que ce soit sur cette terre des hommes. Donc, maintenant, nous allons procéder au lavage à sec. Je lis la question qu'on lui a posée, je la résume. Je vous lis à peu près la réponse qu'il a donnée et je prouve qu'il ment. C'est simple. Hein? Question numéro 1. On lui dit, mais il y a une baisse des fonds de surveillance des épidémies en Afrique. Pourquoi les partenaires internationaux de l'Afrique ont-ils choisi de baisser les fonds de surveillance de lutte contre les épidémies en Afrique? Sa réponse globalement consiste à dire, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui et de dire qu'on doit faire un plaidoyer pour l'Afrique afin que l'Afrique soit protégée des épidémies parce que cela va nous permettre de nous protéger nous-mêmes. Voilà sa réponse à la première question. Et voici ma critique. Bruno Fuchs ment. Pourquoi? Parce que le vrai problème qui est lié aujourd'hui aux épidémies et aux pandémies qui frappent l'Afrique, c'est qu'une bonne partie de ces épidémies et de ces pandémies ne sont pas d'origine naturelle. Une bonne partie des épidémies et des pandémies qui frappent l'Afrique sont des épidémies et des pandémies qui sont mises en œuvre dans le cadre de la guerre biologique organisée par l'Occident contre l'Afrique. J'ai écrit en 2022 un livre intitulé « L'Afrique face à la guerre biologique occidentale » que vous pourrez toujours retrouver. Il est disponible via la plateforme Amazon. L'Afrique, c'est une étude qui est publiée à l'intérieur du livre Chantier d'émancipation africaine. Je vous mettrai le lien. Dans cette étude, j'ai pu établir que certes, il y a des épidémies et des pandémies, on va dire d'origine naturelle. Mais ce qu'on a observé ces dernières années, ces dernières décennies, c'est la naissance d'un phénomène qu'on peut appeler le viro-business, le business du virus. Comment fonctionne le phénomène du business du virus? Il y a de nombreuses firmes pharmaceutiques et laboratoires stratégiques, pour l'essentiel occidentaux, qui sont disséminés à travers le monde et qui sont étroitement liés à l'industrie pharmaceutique. Voici leur business plan. Ils créent des virus qui provoquent des épidémies, voire des pandémies, ce qui leur permet de gagner le marché des vaccins, et le marché des vaccins leur permet par conséquent de banquer à mort. Au point que, aujourd'hui, les lobbies pharmaceutiques sont en train de gagner même plus d'argent que les lobbies de vente d'armes. L'industrie pharmaceutique est devenue l'industrie qui est l'une des plus rentables jamais connues dans l'histoire de l'homme. C'est ce qu'on a appelé le Big Pharma. Nous savons, avec le recul du temps, que les pandémies qui ont frappé l'Afrique, comme le sida, comme Ebola, comme le Covid-19, comme le hantavirus qu'on essaye d'y implanter, comme les fièvres du singe, etc., la plupart de ces virus sont issus de laboratoires occidentaux. Bien souvent, on essaie d'expliquer la sortie de ces virus de laboratoires occidentaux par des accidents de laboratoire. Mais ce sont des accidents qui profitent à quelqu'un et qui, par là, sont très peu accidentels. De nombreuses études aujourd'hui établissent que les laboratoires biologiques font partie de la guerre contre l'Afrique. Étudiez en particulier les travaux des laboratoires biologiques d'Afrique du Sud, dirigés par le docteur Wouter Basson, et qui étaient soutenus par tous les pays de l'OTAN. Ces laboratoires ont élaboré des armes de guerre biologique qui ont été utilisées contre la population africaine, qui ont été utilisées contre les populations des pays qu'on appelait les pays de la ligne de front. La Zambie, le Mozambique, l'Angola ont connu des bombardements viraux. Quand vous entendez parler par exemple de la fièvre du charbon, le bacille du charbon a été utilisé pour combattre les Africains.
La guerre biologique a aussi consisté à stériliser par des vaccinations opportunes des millions d'Africains. L'État d'Israël, dans cette affaire, a joué un rôle fondamental, puisqu'on l'a pris la main dans le sac, en train de stériliser les Juifs éthiopiens, appelés les Falachas, quand ils se sont installés à la fin des années 80 à cause de la grande famine d'Éthiopie. L'État d'Israël s'est rendu coupable de vaccination opportune ayant pour but d'empêcher la population africaine israélienne de se reproduire normalement. C'est un dossier qui a été soumis aux Africains depuis plusieurs moments par plusieurs alertes. L'un des plus importants généraux de la Fédération de Russie, le général Igor Kirilev, a trouvé la mort dans un attentat ukrainien, mais il avait eu le temps de publier tous ses travaux sur les laboratoires de guerre biologique occidentale implantés contre les Africains en Afrique. Et c'est cela qui a amené une prise de conscience relative, pas suffisante, sur le continent africain. Avec des pays comme la Namibie, comme le Burkina Faso, qui ont mis fin à tous les programmes des laboratoires biologiques suspects, comme ceux de la fondation Bill et Melinda Gates, qui étaient là sous couvert de combattre le paludisme, en train de stériliser les Africains. Donc, Bruno Fuchs est fou ou bien il s'en fout. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide de l'Occident pour combattre les pandémies et les épidémies. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'empêcher et de se défendre contre l'utilisation des virus par l'Occident pour la combattre. Voilà de quoi nous avons besoin en Afrique. Combattre les laboratoires biologiques, les laboratoires de guerre biologique occidentaux que nos autorités ont, par complicité, par naïveté et parfois par ignorance, installés chez nous. Voilà le premier point, ça c'est la réponse à Bruno Fuchs. On ne veut rien de l'argent de l'Occident pour combattre les pandémies en Afrique. Nous voulons nous débarrasser des laboratoires biologiques occidentaux mis en embuscade pour atteindre la démographie africaine. Frapper l'Afrique dans son cœur. Est-ce que c'est clair? Quand je vous dis que c'est un terreau, député, voilà la preuve. Ils veulent faire dans l'humanitarisme comme s'ils avaient pitié de l'Afrique. S'ils avaient eu pitié de l'Afrique, ils n'auraient pas commercialisé des millions d'Africains. S'ils avaient eu pitié de l'Afrique, ils n'auraient pas exterminé des centaines de millions d'Africains pendant leur colonisation. S'ils avaient eu pitié de l'Afrique, ils n'auraient pas utilisé la chair à canon africaine pour par la suite monter des pseudo-indépendances pour les Africains. Ces gens-là, les Africains qui cherchent leur pitié sont des Africains décalés et coupés de la réalité. L'Afrique n'a pas besoin que l'Occident en général, la France en particulier, finance sa lutte anti-pandémie. L'Afrique n'en a pas besoin. Pour les Africains conscients et éveillés, il vaut mieux tous périr que d'accepter à nouveau que l'Occident pilote une quelconque politique sanitaire sur ce continent. C'est hors de question, c'est terminé. Donc l'arnaque des lobbies de Big Pharma, l'arnaque du Viro Business ne passera plus. Bruno Fuchs, Macron et tous les dirigeants africains, les dirigeants européens, occidentaux, circulaient. L'urgence pour les Africains sur ce premier point, c'est de se débarrasser de tous les laboratoires pharmaceutiques, biologiques, suspects de haute criminalité en Afrique. Tout ce que l'Afrique ne maîtrise pas, tout laboratoire dont on ne maîtrise pas les procédures d'un début à l'autre, tout laboratoire qui n'est pas sous le contrôle de la brigade biologique souveraine panafricaine et qui maîtriserait ce qui se fait dans ces laboratoires de l'entrée de tous les intrants à la sortie de tous les extrants. Tout laboratoire de cette nature doit être fermé en Afrique. Écrivez ça. Écrivez. Parce qu'en réalité, les Africains doivent maintenant se rendre compte que nous sommes dans une période de guerre biologique. On nous a mené une guerre biologique incroyable. C'est un miracle qu'il y ait encore des Africains au monde. Après toutes les guerres biologiques qu'on a menées contre les Africains, une bonne partie des virus que nous avons connus au XXe et XXIe siècle ont été expressément propagés en Afrique. Chaque fois d'ailleurs qu'il y a un pays africain, et c'est le cas de la République démocratique du Congo, qui essaye de commencer à se relever, on lui balance une épidémie, on lui balance une pandémie. Regardez bien la corrélation entre les tentatives de redressement national à travers l'Afrique et les pandémies. Vous verrez que les pandémies et les épidémies germent spontanément, presque spontanément, partout où il y a une politique qui risque de mettre l'Occident et ses intérêts en difficulté.
la carte des pandémies et des épidémies ressemble à la carte des intérêts miniers, à la carte des intérêts financiers, des intérêts géostratégiques, militaires et consorts. Aucun Africain sérieux ne peut aujourd'hui faire confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Il n'y a que les fous, comme Bruno Fuchs, à croire qu'il y a des fous pour le croire. Quand il dit que lui, député d'Alsace-Lorraine, est très inquiet à l'idée que les enfants africains souffrent du hantavirus. On sait qu'il s'en fout, comme de l'an 40. S'il ne s'en foutait pas, les Africains ne seraient pas remplis dans les centres de rétention, de détention et d'expulsion de la France. S'ils ne s'en foutaient pas, les politiques anti-immigrationnistes, anti-africaines ne seraient pas en avant-garde dans toute l'Europe. Donc, il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts. Nous connaissons par cœur le fonctionnement du viro-business. Et nous appelons nos dirigeants à se débarrasser de tous les laboratoires biologiques, de tous les laboratoires pharmaceutiques occidentaux dont ils ne maîtrisent pas les process, dont les process ne sont pas sous le contrôle réel des inspecteurs panafricains souverains de la santé publique. Écrivez ça. Je vous ai dit que Bruno Fuchs, on allait lui faire un lavage à sec. Très bien. Question 2. On lui demande, la France abandonne-t-elle la politique pour aller désormais vers le domaine économique? Réponse de Bruno Fuchs. Non, ce n'est pas tout à fait cela, mais il y a deux grandes zones. Il y a la zone anglophone et la zone francophone. Dans la zone anglophone, nous sommes en concurrence avec d'autres puissances. Nous sommes obligés de faire une offre économique tout de suite. Alors que dans la zone francophone, nous avions jusqu'ici une relation coloniale, néocoloniale, France-africaine. Et donc, il nous faut aller aussi dans cette zone-là à l'économie. Hein? Et puisque désormais, dans cette zone-là, nous ne pouvons plus opérer par la voie militaire. La Chine a des traités économiques avec, par exemple, la RD Congo. La Chine a des traités économiques avec les pays africains. Il faudrait que nous allions vers des traités économiques comparables à celui de la Chine. Et de nous dire que désormais, la ligne, ça va être vraiment une politique essentiellement orientée sur l'économie. On va un peu laisser les aspects militaires et politiques. Réponse à Bruno Fuchs. Bruno Fuchs s'en fout et il est fou. Car ici en Afrique, tout le monde sait que la France n'a pas renoncé à sa détermination à mener une guerre informationnelle et idéologique contre le panafricanisme, c'est-à-dire contre le souverainisme africain. La France n'a pas renoncé à se mêler des affaires intérieures des pays africains, c'est-à-dire à tout faire pour imposer à la tête des pays africains des sous-fifres qui lui permettront de continuer à les piller. La France n'a pas renoncé à l'action militaire en Afrique. Elle a déguisé une partie de ses troupes en mercenaires habillés en civil et cachés dans les ONG, dans les associations soi-disant humanitaires, et les autres sont cachés dans les compagnies militaires de sécurité. Tout cela nous a été très clairement exposé par un général qui a d'ailleurs été auditionné au Parlement français et qui a expliqué qu'il fallait désormais que les troupes françaises soient invisibles. Vous vous souvenez du patron de la compagnie de mercenaires appelée Géos, et qui s'était exprimé au Parlement français. Rappelez son nom, pour ceux qui s'en souviennent. Donc la France n'a pas abandonné le tout militaire, par ailleurs, parce que c'est elle qui, principalement, finance, médiatise, renseigne. C'est elle qui, aujourd'hui, assure le porte-parole parlementaire des groupes terroristes. Exemple, Bruno Fuchs, eh bien, terreau-parlementaire, terreau-député, qui, on le voit, va défendre les intérêts du JNIM, va défendre les intérêts du FLA, va défendre les intérêts de l'État islamique, va défendre le projet de ces organisations terroristes. Parce que précisément, les intérêts du néocolonialisme français sont suspendus au succès des mercenaires de la France en Afrique, c'est-à-dire des gens du FLA et du JNIM, les gens d'Al-Qaïda de l'État islamique. Donc, il ment quand il dit que nous sommes sortis de la relation coloniale, néocoloniale, nous sommes sortis de la France-Afrique. La France, elle n'en est pas sortie. Et les Africains que nous sommes, nous n'avons pas fini d'en sortir. Parce que nous n'avons pas encore entièrement chassé les troupes néocolonialistes françaises du sol africain. Nous ne nous sommes pas encore débarrassés de la domination monétaire et financière française à travers
eh bien, le franc CFA. Nous n'avons pas fini de nous débarrasser, eh bien, de l'ingérence française dans les affaires politiques africaines. Récemment encore, l'armée française bombardait une capitale africaine pour y sauver un régime. Ça, on l'a vu. Les émissions de l'armée française dans la politique africaine, que ce soit au XXe ou au XXIe siècle, je ne vais pas vous en faire la liste. De nombreux officiers de la DGSE, de nombreux agents français ont été pris la main dans le sac des tentatives de déstabilisation en Afrique. Certains sont même encore en prison dans plusieurs pays africains. De nombreux militaires d'État français sont tombés au combat, alors même qu'ils se battaient aux côtés des troupes terroristes, auxquelles ils sont intimement associés et dont ils sont reconnus aujourd'hui comme étant les instructeurs principaux. Donc on ne peut pas nous dire que tout cela fait partie du passé. L'Afrique est en train de se libérer du mal néocolonialiste, impérialiste, raciste, négrier français, mais l'Afrique n'en est pas encore véritablement débarrassée. Voilà la vérité. Bruno Fuchs est un menteur, il est fou et il s'en fout. On passe à la troisième affirmation de Bruno Fuchs. On lui demande pourquoi les souverainistes et pro-russes Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Touadéra ont fait le déplacement de Nairobi. D'abord, cette question des médias français est une question stupide. Elle est stupide parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont les œuvres néfastes viennent de s'afficher d'une manière nauséabonde à Dakar, ne peut pas être présenté comme un président souverainiste. Bassirou Diomaye Diakhar Faye fait partie de la nébuleuse des dirigeants france-africains de tous les temps. Il marche dans les traces des valets du colonialisme et du néocolonialisme français que furent très courageusement les présidents Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Il n'y a aucune différence entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye et ses prédécesseurs en termes de soumission à la France. J'ai toujours dit, et je le répète, qu'en termes de soumission à la France, lui, il a ajouté quelque chose de plus. C'est que contrairement à ses prédécesseurs à la tête de la République du Sénégal, lui, il lui manque et de la culture politique et de la culture générale, il lui manque de l'élégance. Macky Sall faisait déjà preuve d'un peu moins d'élégance, c'est vrai, mais il y avait encore une certaine tenue. Avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est très clair, on a quelqu'un qui obéit le doigt sur la couture à Macron, à Ouattara Draman, quelqu'un qui est content de faire les 4 volontés de la France-Afrique, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il vient de sacrifier son Premier ministre, parce qu'il ne supporte pas que des vérités soient dites frontalement à ses maîtres. Donc eux ils disent, pourquoi le souverainiste Bassirou Diomaye Diakhar Faye est-il venu quand même pourquoi est-ce qu'il est venu à Nairobi? Mais ce n'est pas un souverainiste. Vous voyez, les journalistes qui posent des fausses questions. Ensuite, ils disent pourquoi le pro-russe Touadéra est venu. Mais écoutez, soyons sérieux. S'il est pro-russe, il est venu donc à Nairobi parce qu'il est pro-français. Bon, il est pro-russe et puis il est pro-français, Touadéra. Hein? D'ailleurs, désormais, les Russes et les Français se font face en République centrafricaine, à nouveau, puisque, comme va le répondre, comme va répondre Bruno Fuchs, l'homme qui est fou et qui s'en fout, désormais les Russes sont en Centrafrique et les Français aussi. Donc la vérité devrait être que Touadéra est désormais pro-russe et à la fois pro-français. Ou plutôt qu'il a accepté, il a décidé de neutraliser les Russes par les Français et les Français par les Russes, afin, lui, de jouer la carte de son indépendance. Mais dire de Touadéra qu'il est pro-russe, après même qu'il ait rétabli des avantages qu'il avait retirés à la France, c'est tout simplement une aberration. Pour ma part, le positionnement du président Touadéra est un positionnement qui pour moi est indiscernable. J'ai cessé de commenter la politique centrafricaine quand le positionnement du président Touadéra est devenu complètement illisible pour moi. J'attends de comprendre ce à quoi il joue, parce que pour le moment, je vois qu'il fait une chose et son contraire. D'une part, il a tenté d'affranchir son pays de la domination néfaste du colonialisme français qui a maintenu ce pays, en effet, dans le sous-développement
la pauvreté, la dépendance. Et puis, d'autre part, il veut sauver, pour ainsi dire, ménager la chèvre et le chou. Il s'est remis à caresser la France dans le sens du poil. Et on va voir ce que ça va donner. L'expérience montre que dans la coopération internationale stratégique, surtout quand vous êtes en difficulté, vous n'avez pas intérêt à opposer les puissances. Si vous voulez opposer les puissances, sachez que vous allez être écrasé entre elles. C'est une observation que j'ai faite et qui ne concerne pas uniquement le Centrafrique. Donc, la réponse de Bruno Fuchs est incroyable. Bruno Fuchs dit que la France offre le meilleur modèle de partenariat à l'Afrique. Pourquoi? Parce que la France offre un partenariat autour de la biodiversité, de la santé, des vaccins, de l'enseignement, des entreprises. Et que si on élimine ce qu'on appelle les irritants, c'est-à-dire le comportement colonialiste, néocolonialiste, france-africain, globalement la France sera la meilleure. Mais Bruno Fuchs, en effet, il est fou, il s'en fout. Parce qu'on ne peut pas d'une part dire que la France est le meilleur partenaire possible de l'Afrique et en même temps reconnaître que c'est seulement apparemment depuis Nairobi qu'elle a daigné commencer à arrêter avec son colonialisme, son néocolonialisme, son france-africanisme. C'est-à-dire que Fuchs, je me demande, c'est pour ça que je pose de façon récurrente la question, il est fou ou bien il s'en fout? Moi je pense que c'est les deux, il est fou et puis il s'en fout. Le même ne peut pas nous dire que jusqu'à ce fameux forum de Nairobi, abusivement appelé France-Africa Forward, la France était dans le modèle colonial, néocolonial, france-africain, et qu'à partir de Nairobi, ça va changer. Et puis dire que la France est le meilleur partenaire possible pour l'Afrique. Mais écoutez, si vous étiez colonialiste, néocolonialiste, France-africain, en quoi vous avez été meilleur? Quel jour avez-vous été meilleur? Si, c'est ce que vous étiez. Donc voilà quelqu'un qui dit une chose et son contraire, et qui ne s'en rend pas compte. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas seulement fou, il s'en fout aussi. Il dit une chose et son contraire. Il dit nous sommes les meilleurs et en même temps, il a dit avant nous ne sommes pas les meilleurs. Ah, nous commençons. Il serait possible que nous mettions fin à ce qu'il appelle les irritants, ce qui énerve. Mais il ne veut pas prendre au sérieux le passif de la relation franco-africaine, ce monsieur. C'est que la France a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes économiques. Elle a commis des crimes culturels contre l'Afrique. Ils doivent être jugés. Ils doivent être condamnés, ils doivent être évalués, ils doivent être réparés pour envisager la naissance d'une véritable et authentique relation d'amitié fraternelle franco-africaine. Il n'y aura pas de relation d'amitié fraternelle franco-africaine sur le terrain politique tant que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques français n'auront pas été jugés, condamnés et réparés. Je rappelle que la France a continué à faire payer à l'Allemagne des indemnités pour les deux guerres mondiales de 14-18 et de 39-45. Jusqu'en 2010, l'Allemagne payait des indemnités à la France. Ce n'est pas possible que l'Allemagne, qui a fait donc deux guerres mondiales avec la France, les deux ont duré à peine au total 10 ans, les deux guerres mondiales, la première et la seconde, l'Allemagne soit indemnisée par la France alors que l'Afrique qui a été pillée par la France depuis pratiquement le XVIe siècle, jusqu'au 21e, soit pratiquement pendant 600 ans, que l'Afrique s'en sorte avec Walou, Todiam, Gan, rien. Nous disons aïe à Bamako. Aïe. Vous n'allez pas vous en sortir comme cela. Il ne va pas y avoir une réactualisation gratuite de la relation franco-africaine. Non. Vous allez payer. Vous allez payer. On va juger, on va condamner, on va évaluer et vous allez payer. C'est après avoir payé qu'on va envisager les conditions d'une coopération nouvelle. Écrivez. Écrivez ça. Et c'est cela la logique de la réhabilitation des relations internationales. On pose une... Qu'est-ce qu'il dit encore? Bruno Fuchs nous dit que les pays africains ont intérêt à constater que les pays du Golfe n'ont pas été protégés par les Américains et que les Russes sont en train de quitter le Mali. Il va encore jusqu'à dire les relations avec Touadéra se sont normalisées et que malheureusement jusqu'au sommet de Nairobi, les Français étaient dans une logique unilatérale. Maintenant, il faut que ça change. Mais Bruno Fuchs, comme je le dis, il est fou et puis il s'en fout. D'abord, première chose, mais qui a demandé aux Américains de protéger le monde?
Qui a donné le pouvoir aux Américains de protéger le monde? Est-ce que les Américains sont le premier peuple de ce monde? Est-ce que les Américains, là, ils sont le plus ancien peuple de cette terre? Est-ce que l'Amérique est le berceau de l'humanité? Franchement, s'il y a un peuple qui devait être le gardien de la terre, c'est le premier peuple terrien, le peuple africain. Oui ou non? C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. S'il y a un peuple qui devait donc être d'abord le premier gardien de la terre, et tous les autres devraient se comporter envers lui comme des locataires, ce serait le peuple africain, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, qui a donné pouvoir aux Américains de protéger les gens? Qui leur a demandé ça? Et puis, depuis quand l'Amérique a protégé quelqu'un? L'Amérique a été bâtie sur un triple crime. Triple crime. Extermination des autochtones du continent américain. Les peaux-rouges, qu'on a abusivement appelés les Indiens, sur la base d'une erreur d'appréciation de Christophe Colomb, qui pensait être arrivé aux Indes quand il a vu l'Amérique pour la première fois. Qui les a exterminés? Ce sont les principaux dirigeants, les descendants, ce sont les ancêtres des principaux dirigeants des États-Unis actuels, qui étaient, eux, venus d'Europe. Deuxième grand massacre, deuxième grande extermination, qui est au fondement des États-Unis d'Amérique. Mais c'est la traite négrière, c'est l'exploitation des Noirs. Des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains ont perdu la vie. Pas pour que la puissance américaine existe. Mais en quoi la puissance américaine a-t-elle protégé le monde? Elle a exterminé les Indiens. Elle a esclavagisé les Africains. Et ce n'est pas fini. La puissance américaine est coupable d'avoir organisé, depuis sa naissance, plusieurs guerres illégales et illégitimes sur la planète. Je vous invite à lire le beau livre de Daniel Ganser, un géopoliticien suisse, sur les guerres illégales de l'OTAN, qui est juste un résumé. Allez regarder l'histoire des guerres américaines. Un grand chercheur américain, le professeur Sachs, tout comme le professeur John Mearsheimer, ont établi que rien qu'entre le XXe siècle et le XXIe siècle, les États-Unis d'Amérique, par leurs guerres illégales criminelles ayant pour but de piller les richesses du monde entier, ils ont provoqué la mort de 38 millions d'êtres humains innocents. 38 millions d'êtres humains innocents. Bruno Fuchs veut vanter le modèle français, le soi-disant nouveau modèle de Nairobi, et il dit que la France peut faire mieux que les États-Unis. Mais qui a réduit les Africains en esclavage, bâtissant les villes de Bordeaux, de Nantes, du Havre, avec le sang des Noirs? Qui a fait ça? Vous voulez écouter la chanson de Cabrel? Francis Cabrel a fait une chanson là-dessus. Allez l'écouter. C'est eux qui ont fait. Qui a massacré les Africains sur leur continent pendant presque 300 ans? Du 18e siècle au 21e. Qui est aujourd'hui derrière le JNIM, le FLA, pour massacrer les Africains en Afrique? Ce n'est pas la même France. Alors, en quoi la France fait-elle mieux que les États-Unis? N'est-ce pas en association avec ces États-Unis que la France a détruit la Libye en 2011, bombardé la Libye pendant 6 mois, tué Kadhafi avec plus de 100 000 Libyens, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel? Ce monsieur nous dit que la France peut faire mieux que les États-Unis parce que à quel moment la France a-t-elle arrêté de tuer pour voler? Depuis que la France a signé en 1685 le Code noir, dites-moi quel est le siècle où elle n'a pas tué des innocents pour voler. Du 16e siècle à aujourd'hui, il n'y a pas un seul siècle où la France ne soit coupable de crimes de guerre, de crimes économiques, de crimes contre l'humanité. Pas un siècle où elle ne l'ait pas fait. C'est vrai ou c'est faux? Alors, ce monsieur nous dit que le modèle français est meilleur. En quoi est-il meilleur? Faut-il choisir entre la peste et le choléra? Choisir entre la peste, le choléra, le sida ou le cancer? Est-ce qu'on doit choisir? Le monde est-il obligé de choisir entre les crimes américains et les crimes français? Monsieur nous parle d'un soi-disant départ de la Russie, du Mali. Où est-ce qu'il a vu ça? Voilà quelqu'un qui fait des affirmations lunaires et même lunatiques.
Quelle est la Russie qui a dit qu'elle s'en va? La Russie est liée au pays de l'Alliance des États du Sahel par des accords de coopération et de défense. Et c'est dans le cadre de ces accords que la Russie est présente. Est-ce que ces accords-là ont été rompus? Avant de chasser la France du Sahel, les pays sahéliens de l'AES ont commencé par rompre les accords. Oui ou non? Ils ont dit à partir de maintenant, les soi-disant accords de coopération et de défense militaire sont terminés. C'est ce que le Mali a dit. Quand le Mali a dit ça, il a dit, à partir de là, partez. Est-ce que la Russie a rompu des accords de coopération et de défense mutuelle avec le Mali, avec le Burkina Faso, le Niger, pour que ce monsieur Fuchs dise que les Russes s'en vont? Ils s'en vont, oui, ils ont peur. D'abord, les Russes s'en vont parce qu'ils ont peur de qui? Qui leur fait peur? Ce serait intéressant qu'on essaie de rappeler, rafraîchir la mémoire à Fuchs. On peut jouer au fou en France, mais pas avec la Russie. Parce que chaque fois que l'armée française s'est amusée à affronter l'armée russe, elle a été sévèrement battue. Et la France a été libérée grâce à la Russie des griffes du nazisme. Ce sont des faits historiques.